Et mes invités aujourd'hui, Désiré et Alain Frappier pour leur dernière bande dessinée, éditée par La Ville Brûle, et qui a pour titre Le Choix. Bonjour Désiré, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Le Choix. Alors, aux voix qui s'élèvent de plus en plus ces dernières années pour demander l'inventaire de mai 1968, vous n'arrêtez pas de répondre par des livres, par des bandes dessinées, par des témoignages, pour rappeler les combats et les acquis des années 60. Donc après Dans l'ombre de Charonne et après La vie sans mode d'emploi, putain d'années 80, vous revenez sur une page bien précise de l'histoire de France, et d'ailleurs entre Dans l'ombre de Charonne et La vie sans mode d'emploi, c'est-à-dire les années 70, quand les femmes devaient se battre pour avoir le droit d'avorter. Oui. Et comme toujours, cette grande histoire, vous la racontez, mais à votre manière, intimiste, Désiré, puisque c'est vous qui écrivez, c'est votre témoignage et c'est Alain, votre époux, qui dessine. Vous racontez ça, non pas pour revenir sur la grande histoire que tout le monde connaît, mais pour nous rappeler comment des gens lambda, vous en l'occurrence, votre famille, a vécu ces événements, a vécu ces combats. Oui, c'est vrai que nous, toujours, ce qui nous intéresse, Alain et moi, par rapport à nos romans graphiques, c'est de parler des gens, pas des super-héros, pas des gens qui ont marqué forcément l'histoire, mais des gens qui ont traversé l'histoire uniquement parce qu'ils ont vécu, en fait. Et qu'à partir du moment où on vit, on traverse l'histoire et on devient acteur d'une époque. Et voilà, et en fait... Du coup, je raconte à travers l'histoire de ma famille et à travers moi-même, mais parce que je pense que c'est comme ça que je peux le plus toucher les autres gens, en fait. Parce que je crois que énormément de gens de ma génération vont se retrouver dans cette histoire-là, et énormément de femmes aussi vont s'y retrouver qui ont vécu cette époque-là. Et le fait de raconter l'histoire de votre famille, c'est-à-dire quelque chose d'intime qui effectivement résonne avec le sujet de votre roman graphique, Le Choix, est-ce que ça vous a posé des problèmes ou du moins des questionnements? Oui, ça m'a posé des problèmes. Parce que c'est toujours difficile de parler des autres, et puis on n'a pas envie de faire du mal aux gens. Donc voilà, d'ailleurs, je ne parle pas tellement de mes frères et sœurs, je ne parle pas de... Voilà, ça m'a posé des questionnements, mais ça m'a aussi répondu à des questions, en fait, parce que quand on écrit, on découvre plein de choses. Et par exemple, en fait, si je suis partie sur l'histoire familiale, c'était d'abord pour l'histoire de ma mère, et aussi Et parce de que je la m'appelle... vôtre, du coup, Voilà, hein? parce que je m'appelle Désirée. Et que c'était, bon, quand je venais de relire le livre d'Annie Ernaux qui dit s'il m'est arrivé ça, c'est cet avortement clandestin, épouvantable, c'est parce que je devais l'écrire et je devais témoigner. Tout d'un coup, je me suis dit, si je m'appelle Désirée alors qu'on voulait pas de moi, parce qu'on me présentait même comme ça quand j'étais petite, c'est peut-être parce qu'il faut que j'écrive et que je raconte, et que quand j'entends dire toujours les personnes qui se placent contre l'avortement, contre le droit à l'IVG et qui disent laissez-les vivre, je me suis dit, peut-être que je peux leur dire que c'est pas forcément très rigolo pour les enfants d'arriver dans une famille quand on veut pas de vous. C'est pas rigolo pour vous, mais c'est pas rigolo pour la famille non plus, parce qu'on n'est pas, parce qu'on a envie de vivre dans une famille heureuse aussi, et que cette famille-là, elle n'est pas heureuse. À la fois, moi, je voulais pas du tout accuser ma famille dans ce livre. Je voulais accuser la loi, et je Ouais. voulais montrer que c'était la loi qui était coupable par rapport à ma mère, mon père et ma famille en général, quoi. Et vous jouez avec ce paradoxe, parce que si le droit de l'avortement était acquis à l'époque de votre mère, vous ne seriez pas là pour raconter cette histoire, Le Choix, Oui, je serais Désiré. pas là. Ben, oui, ça serait peut-être tant mieux parce que je serais pas là, mais peut-être que mes parents auraient eu une vie beaucoup plus heureuse. Peut-être que mes frères et sœurs auraient eu une vie beaucoup plus heureuse. Et voilà, et c'est ça qui est important en fait. C'est pas le fait que je sois là ou pas là. Je pense que personne n'est indispensable sur Terre. Donc c'est pas. Justement, c'est vrai que j'ai entendu souvent des gens dire, mais moi heureusement, hein, parce que la loi serait passée, je serais pas là. Mais moi non. D'abord parce que je trouve que c'est beaucoup de chagrin de vivre. Déjà la vie est dure, mais quand on vous veut pas, c'est difficile, quoi. Et donc, voilà, non, moi, Bon, tout ça est dit avec une très grande subtilité, puisque quand commence votre roman graphique Le Choix, on vous voit jeune, ballotté de famille en famille, de pensionnat en pensionnat, et déjà, dans ces milieux-là, dans votre jeunesse, dans votre adolescence, on parle de ce problème. Ah oui, il est constant, en fait. On en parle tout le temps, on le voit tout le temps. Il y a tout le temps le problème. Déjà, la pilule, elle vient de passer depuis très très peu de temps, le droit à la contraception. Parce que déjà, quand je nais, il n'y a pas le droit à la contraception. Donc ça, c'est 66. Et en plus, pour que vraiment... et en plus, la majorité n'est pas avant 21 ans. Donc la pilule n'est pas pour les femmes avant 21 ans, alors que la sexualité commence avant. Donc c'est quelque chose de constant quand même. C'est un problème constant qu'on entend quand on est enfant. On a des témoignages, on a des histoires. Voilà, c'est...
Et du coup, effectivement, si je raconte mon enfance, automatiquement, elle est traversée par ça. Et vous, Alain Frappier, vous étiez dans quelle situation quand Désiré racontait son enfance, sa famille, et revenait sur cette histoire 40 ans après la loi Veil? Quand vous entendez ce témoignage, comment vous réagissez comme quelqu'un qui a connu ça, même de l'autre côté de la barrière en tant qu'homme, ou comme quelqu'un qui découvre tout ça à travers donc la vie de votre épouse? Non, non, moi dans ma vie d'avant, j'ai connu ça avec les compagnes avec qui j'étais, et notamment avec Désiré, mais j'ai pas du tout. C'est une histoire que je connais déjà depuis un moment, puisque ce qui est bien avec ce qu'on fait, c'est que le travail qu'on fait tous les deux, c'est l'aboutissement d'un désir de longue date et de faire quelque chose ensemble. Et, De faire quelque chose ensemble pour raconter les années 60-70, pour raconter, pour raconter ouais, des choses occultées, désirées. oubliées. J'ai vu écrire pendant Hein. des dizaines de fois depuis plus de 20 ans qu'on est ensemble, ces textes-là qu'on voit écrits formellement dans le livre ou même dans les livres précédents. Mais donc je connais ces histoires-là. Sauf que maintenant, elles ont pris une forme qui me satisfait beaucoup à laquelle je participe. Moi c'est ma façon de participer à ce combat, si on peut dire, c'est de le dessiner. Voilà, et ce combat, on parlait de la loi Veil, 40 ans après, il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité, d'une part, parce que effectivement, aujourd'hui, des gens parlent de remettre en cause les acquis de mai 1968, et ils sont plutôt entendus. Et puis surtout, et c'est ça qui est bien dans votre récit, le choix, c'est que vous nous racontez que rien n'est vraiment acquis, et ce qui s'est passé en Espagne l'année dernière est bien là pour le rappeler, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur Bah oui, ces parce que acquis. c'est déclencheur, c'est ça qui va déclencher ce livre en fait, hein. C'est d'abord les manifestations qu'il y a eu contre le mariage homosexuel, où on entendait dire tout le temps un papa et une maman pour tous les enfants, et déjà ça m'irritait parce que je me dis ce qu'ont besoin les enfants, c'est d'avoir des parents qui les aiment. Et du coup, cette mise en avant de la famille comme modèle exemplaire, non, toutes les familles ne sont pas forcément exemplaires. Et après, il y a eu, c'est pas, quand on était à Angoulême, il y a eu ce qu'on a appris sur l'Espagne, que tout d'un coup la loi a été remise en cause. Et il y a eu des grandes manifestations en France aussi, parce qu'on avait enlevé la notion de détresse de la loi Veil, hein. Donc il y a des gens qui disaient maintenant, voilà, l'avortement de confort, on entendait toujours ça. C'est vrai que c'est hyper confortable de se faire avorter, de s'avorter, mais c'est déjà ce mot-là. Mais Joël Brunnery-Kaufmann me disait qu'à partir du moment où l'avortement a été légalisé, on a parlé d'avortement de confort. Et donc voilà, à partir du moment où les femmes ne souffraient plus et ne risquaient plus de mourir pour s'avorter, c'était du confort. Donc oui, c'est l'actualité qu'a porté le livre en fait, et la nécessité. Et c'est surtout que quand on s'est retrouvé à Angoulême, il y a eu du coup une affiche qui a été faite pour faire une manifestation de soutien aux femmes espagnoles. Et cette affiche, c'était une femme qui portait un cintre dans les mains, et il y avait marqué "Plus jamais ça". Et nous, on s'est dit, mais elle ne peut pas parler à la jeune génération, cette affiche. Et d'ailleurs, depuis, on est passé dans des collèges et des lycées avec ce livre, et on a montré l'affiche, et on s'est dit, il faut qu'on fasse un livre qui s'adresse aussi à la jeune génération, ceux qui n'ont pas vécu l'avant. Et ce qui est terrible, Désiré Frappier, c'est que quand vous êtes à Angoulême, vous allez rencontrer, et ça c'est très très bien résumé, vous allez rencontrer un stagiaire d'une maison d'édition qui est là, que vous représentez comme un jeune plutôt bien sous tout rapport, et qui va vous dire Ouais. d'une manière très claire, très franche et très directe, mais moi je suis contre l'avortement. Oui, en fait, c'est dans un autre festival que j'ai pas préféré pas nommer, mais qui est comme Angoulême. Et oui, c'est très très surprenant parce que en fait, il me sort tout. En plus, c'est un stagiaire qui est employé dans une maison d'édition plutôt très moderne, très intéressante que j'aime beaucoup, mais on va pas engager quelqu'un en lui demandant s'il est pour ou contre l'IVG. Et en fait, c'est un militant contre l'avortement. C'est-à-dire que tout le discours qui me sert, c'est vraiment, on croirait même que j'ai créé ce personnage pour mettre dans mon livre pour pouvoir avancer des arguments, mais pas du tout. J'aurais préféré qu'il n'existe pas. Et en fait, il me ressort tous les arguments que j'ai lus sur Internet, qu'on entend des anti-IVG, en prenant des exemples du genre ma copine qui est infirmière alors
que je me suis renseignée après auprès de la maison d'édition, il n'avait pas de copine. C'est parce que ça, on sensibilise en faisant comme si on était directement dans l'histoire. Et du coup, j'étais... Alors moi, c'est vrai que j'étais assez démunie, comme je le dis dans le livre, vis-à-vis de lui, parce que ce que j'avais envie de lui dire, c'est ben oui, mais on est quand même toujours la même chose, quoi. On est plus heureux quand on est désiré, et puis que voilà, c'était... Et c'est vrai que je suis allée avec toutes ces déclarations, je suis allée voir Marie-Pierre Martinet du planning familial, et après les anciennes femmes du MLAC, et après Joëlle Brunnery-Kaufmann, qui faisait partie du GIS, et voilà, qui étaient les grandes militantes pour l'IVG, et je leur ai dit, répondez-moi à ces questions. Et on a lu aussi pas mal avec Alain pour pouvoir donner des réponses, parce que beaucoup de mères aussi m'ont dit, mes filles, on leur dit maintenant que c'est pas bien l'avortement, mais elles savent pas quoi répondre. Du coup, voilà, c'était une occasion de le faire. Alors, c'est votre récit, hein, c'est un récit intime, c'est vous, votre histoire, l'histoire de votre mère. C'est aussi une enquête, puisqu'il y a tous les documents de l'époque, de ce combat, de comment ça va être mené politiquement dans la rue, par les associations, les unes de l'époque, qui sont très parlantes, c'est le mot que l'on puisse dire. Violente même. Hein. Oui, bah, vos gueules, les chouettes, vous allez me dire que c'est minute, mais et quand les même. Virago. Ouais. Il y a donc la fameuse une de Charlie Hebdo, où l'on comprend pourquoi le manifeste des 343 femmes est devenu le manifeste des 343 salopes, c'est ce qui restait. Et puis, il y a autre chose, c'est-à-dire une ouverture sur ce qui va venir après, sur les questions que vous vous posez, tout ça mêlé dans un dessin plutôt réaliste en noir et blanc par Alain Frappier. Est-ce que vous êtes posé la question du traitement, ou bien au fur et à mesure que vous avancez dans cette manière de revisiter les années 60 et 70, donc les années de votre jeunesse et des combats, vous avez commencé avec Dans l'ombre de Charonne, vous avez poursuivi ce travail avec La vie, son mode d'emploi, vous pensez avoir trouvé le trait juste, le découpage qu'il faut pour qu'on soit tout à la fois dans l'intime et dans l'histoire? Alors le découpage, on ne le trouve jamais définitivement, c'est quelque chose qui s'adapte en fonction de la narration. Par contre, le traité beaucoup plus noir et blanc que j'ai fait pour ce livre, qui est différent de Charonne, qui était beaucoup plus en niveau de différence de gris, je pense que c'est un peu lié à l'histoire elle-même, quoi, qui est assez... quelque part, c'est assez dur quand même, cette enfance. Il y a un peu d'isolement, il y a de la violence, il y a des choses comme ça. Et ça m'a permis de montrer des choses sans les montrer, notamment la violence paternelle. J'ai fait un traité qui laisse beaucoup de suggestions, quoi, de la place à l'imagination de ce que ça peut être une violence comme ça. Et moi, je suis très content d'arriver à ça, mais je pense que voilà, on fait ça depuis 2012 seulement, donc on apprend beaucoup et je pense que je vais évoluer. Et voilà. Et je pense aussi que le dessin d'Alain, il filtre beaucoup. Je pense que si je peux me permettre aussi de me mettre en scène, c'est parce qu'il y a Alain derrière et qu'il adoucit les choses. Et puis, à partir du moment où nous, on essaie de traiter l'intime sans le déconnecter du collectif, de la réalité, quelque part, on va toujours dire qu'on est un peu militant de quelque chose. C'est un peu... Mais c'est pas une insulte. Hein. C'est pas non, pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche, c'est qu'on pense que l'individu est un être parmi une collectivité. Et donc voilà, il s'explique comme ça, entre autres de sa vie à lui et de ses relations avec les autres, le fait qu'il soit traversé par l'économique, la guerre. On espère etc. que l'écriture peut changer quelque chose et peut améliorer les choses. On l'espère. Je pense que tous les gens qui l'écrivent l'espèrent. Après, il y a des moments de grand doute quand même où on se dit voilà, on a mis une petite goutte dans l'océan et peut-être que cette petite goutte fera quelque chose de positif. On l'espère. Cette petite goutte est un très beau livre que je vous recommande vivement. C'est édité par La Ville Brûle le Choix de Désiré et Alain Frappier, mes invités ce matin. Merci d'être passés. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le dessin que
que Alain Frappier est en train de terminer là à la radio en passant par franceculture.fr. Ah tiens, des couleurs. Vous utilisez des couleurs du coup pour Un autre jour est possible? Toujours, je fais toujours des dédicaces en couleur. Merci Alain Frappier. Dessin donc à découvrir à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr ou les réseaux sociaux habituels. C'est Sacha de Persan qui s'occupe justement des réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr réagir et laisser vos impressions en passant par Facebook ou Twitter. Cette émission est préparée avec Henri Leblanc, réalisée comme tous les jours par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Jean-Michel Bernot. Bonne matinée, bon week-end. On se retrouve lundi. Merci d'être sur France Culture.